donc nous allons donner la parole aux 3 collectivités sans lesquelles nous ne pourrions tenir ces assises, la mairie de Tours, la métropole et la région Centre-Val de Loire, qui nous soutiennent depuis notre enracinement à Tours voici 6 ans. Et je vous dirai quelques mots aussi sur les activités de journalisme et citoyenneté et notre calendrier d'ici les prochaines assises de Tours et après, parce qu'on a un calendrier chargé. Nous rendrons également un hommage à Michel Léridon et je salue le président du CSA, Sophie Huette, qui est la directrice centrale de l'information à l'AFP, d'être à nos côtés pour pouvoir rendre cet hommage que nous souhaitons donner à celle qui fut une des grandes dames du journalisme, je le redirai tout à l'heure, et qui accompagnait les assises depuis sa première édition en 2007. Voilà, et donc à partir de 19h15, la remise des prix. Donc nous allons commencer par un exercice qui est toujours un peu délicat, qui est le ménage. Alors je vais demander aux élus de s'installer au premier rang et à tous ceux qui peuvent. C'est un message que Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, a souhaité adresser aux assises. Elle devait être présente lors de cette édition des assises, comme depuis de nombreuses années maintenant, le ou la ministre de la Culture honore les assises de leur présence. Il y avait un calendrier extrêmement chargé qui aurait fait qu'elle n'aurait pu venir que ce matin à 9h, qui nous semblait un peu compliqué. Et donc, elle a choisi la voie d'un message que je vous propose d'écouter maintenant. Mesdames et messieurs, cher Jérôme Bouvier, chers amis, je me réjouis d'être virtuellement parmi vous pour cette 14e édition des Assises du journalisme, moment privilégié de réflexion, de débat et de propositions sur la place et le rôle des journalistes. Vous aviez choisi l'année dernière le thème « Informer au temps du Covid ». Vous vous concentrez cette année sur l'urgence climatique et les responsabilités journalistiques. Ces thèmes sont en prise avec les préoccupations de nos concitoyens et ils touchent à l'essence même du travail journalistique. Comment informer rationnellement, scientifiquement, objectivement aujourd'hui? C'est en effet dans ces moments d'urgence, de crise majeure, de peurs et de doutes que la mission du journaliste devient encore plus essentielle. Les crises, et la crise climatique ne fait pas exception, bien au contraire, sont toujours des moments de confusion, propices au développement de discours qui exacerbent les tensions et les peurs, ou au contraire, qui nient l'évidence et promeuvent de fausses solutions. Chaque crise apporte ainsi son lot de désinformation. C'est dans ces moments-là que le travail des journalistes devient encore plus indispensable à une société. L'ancienne ministre en charge de l'écologie, que je fus, le sait bien. Si l'urgence climatique est particulièrement propice à la désinformation, ce n'est pas seulement parce qu'elle surgit à l'ère des réseaux sociaux, c'est aussi parce qu'elle place en son centre la science, un domaine où, par définition, on cherche, on doute, on débat. En cette ère de demi-vérité facile, de contre-vérité aux arrière-pensées nauséabondes, de pugilat par médias et réseaux sociaux interposés, la science et la recherche sont malmenées. Le journalisme aussi, vous le savez bien, vous qui le vivez au quotidien. En ces temps de crise climatique, mais aussi sanitaire, je veux donc à nouveau saluer le rôle essentiel du journalisme, notamment scientifique, pour expliquer, contextualiser, rendre accessible au plus grand nombre l'état de la recherche, mais aussi pour débusquer et combattre les manipulations et la désinformation. Je veux aussi vous redire mon plein soutien. Vous savez que je suis à vos côtés, face à ceux qui attaquent votre profession. Quand vous êtes menacés, quand vous êtes intimidés, quand votre situation financière est fragilisée, c'est la démocratie qui est en danger. Personne ne peut accepter la prise à partie des journalistes qui œuvrent chaque jour pour informer et éclairer le jugement des citoyens. Il est de la responsabilité de l'État de garantir votre liberté, d'assurer votre sécurité, de vous protéger dans l'exercice de votre métier.
Défendre le journalisme, c'est notamment permettre à ceux d'entre vous qui couvrent des manifestations sur la voie publique de travailler dans les meilleures conditions. C'est dans cet esprit qu'a été mise en place la commission, présidée par M. Jean-Marie Delarue, sur les relations entre la presse et les forces de l'ordre. Vous le savez, à la demande du Premier ministre, les nombreuses recommandations de l'excellent rapport de cette commission sont en cours de mise en œuvre. Certains d'entre vous sont d'ailleurs associés aux travaux du comité de suivi qui fera un point d'étape en novembre prochain. Défendre le journalisme, c'est aussi aider et soutenir les plus fragiles d'entre vous. C'est pour répondre à cette nécessité impérieuse que le gouvernement a mis en œuvre un ambitieux plan de filière annoncé par le président de la République il y a un an. L'une des mesures phares de ce plan est le fonds de lutte contre la précarité qui est doté de 18 millions d'euros par an en 2021 et 2022. Les organisations représentatives des journalistes ont été étroitement associées à la définition de l'aide sociale exceptionnelle à laquelle peuvent prétendre les journalistes pigistes les plus affectés par la crise sanitaire. Je voulais ici très sincèrement les en remercier, car je sais que tous ont consacré de nombreuses heures à concevoir ce dispositif inédit pour qu'il soit le plus adapté possible aux besoins des journalistes. Une autre population a été tout particulièrement touchée par la crise sanitaire et ses effets économiques. Il s'agit des photojournalistes. C'est pour les soutenir que j'ai confié à la Bibliothèque nationale de France le soin de lancer une grande commande photographique. Grâce à cette commande, dotée de près de 5,5 millions d'euros sur 2 ans, 200 photojournalistes sélectionnés pourront sillonner notre pays pendant plusieurs mois afin d'apporter leur témoignage sur l'état de notre pays pendant et après la crise sanitaire, au travers d'une radioscopie de la France d'aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, chers amis, comme vous le voyez, vous pouvez compter sur ma détermination et mon engagement pour vous défendre, vous soutenir et vous accompagner. Je vous remercie. Je remercie donc Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, au nom de l'association Journalistes et Citoyenneté et au nom de tous les compagnons de route des Assises pour ce message qui nous touche évidemment et ce soutien indéfectible du ministère de la Culture depuis le début de l'aventure des Assises en 2007 déjà, et c'était à Lille. Alors quelques prises de parole maintenant et je vais appeler Christophe Dupin qui est je crois présent ici. Bonjour cher Christophe Dupin, vous êtes élu de la ville de Tours, vous êtes maire adjoint à la culture et vous avez, comme on le dira pour la métropole et la région, bien voulu depuis 5 ans que nous avons proposé à la collectivité de nous accueillir ici dans cette belle ville de Tours, bien voulu manifester votre soutien. Donc je vous laisse la parole. Oui, merci Didier. Bonsoir à toutes et à tous. Effectivement, c'est un grand plaisir d'accueillir ces assises. C'est la 5e année, je crois, qu'on les accueille à Tours, pour la ville de Tours. La ville de Tours qui a un enseignement universitaire, une école de journalisme. Et effectivement, le thème que vous avez choisi cette année, c'est un thème qui nous est très cher. Nous sommes, ville de Tours, une ville écologiste depuis les dernières élections municipales. Et évidemment que c'est un thème qu'on a porté très haut dans la campagne et qui est au cœur des politiques que nous mettons en place au cours du mandat, que nous allons mettre en place. Alors c'est jamais aussi rapide que l'on aimerait. Et l'importance des médias, vous avez vu les sondages que vous avez réalisés, il y a 11% seulement des Français qui se sentent très bien informés sur le sujet du climat, sur l'urgence climatique. Et puis, pire encore, 48% des jeunes de 18 à 24 ans qui se sentent pas du tout suffisamment ou très mal informés. Donc là, il y a un rôle essentiel de la part des médias. Je rajouterais qu'il y a un rôle essentiel de la part aussi de l'éducation nationale. Roselyne Bachelot a été avant ministre de la Culture, mais en tout cas, il y a une importance
pour rentrer dans les programmes aussi. Alors là, c'est l'enseignant que je suis qui parle aussi un petit peu peut-être, mais de rentrer dans les programmes toute la transversalité de ce qui est en rapport avec le climat. Et j'ai assisté à quelques ateliers, à quelques conférences, notamment hier soir, et on a bien vu qu'il y avait un besoin aussi pour les journalistes d'être encore plus pertinents, formés sur les domaines scientifiques qui sont, voilà, ça touche l'économie, ça touche le social, ça touche le vivant, ça touche la culture aussi, parce que la culture met en jeu des valeurs. Donc voilà, c'est un thème très très important. Je suis très heureux de faire cette ouverture avec vous. Et puis pour finir, c'est jamais, voilà, il y a plusieurs. Tout le monde dit qu'il faut mettre l'écologie au centre du projet politique. On est arrivé l'année dernière donc en responsabilité sur la ville et il y avait quand même depuis 6 ans à la métropole, vous savez qu'on en parle beaucoup en ce moment de la métropole de Tours, il n'y avait plus de plan climat. Depuis 6 ans à la métropole, il n'y avait plus de plan climat. Donc l'urgence aussi pour les médias, pour l'opinion publique, de faire pression sur le pouvoir, voilà, sur les pouvoirs pour que cette urgence climatique, et puis on pourrait rajouter l'effondrement aussi de la biodiversité qui sont liés, soit quelque chose qui soit encore plus évident pour tout le monde et pour l'opinion publique, parce que c'est ça aussi qui est quand même en jeu et qui a à travailler dans cette prise de conscience. Donc voilà, très heureux encore une fois, et j'espère que les assises continueront encore longtemps avec le partenariat avec la ville, avec la métropole, avec la région. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup Christophe Dupin, et je précise que vous reviendrez sur cette tribune tout à l'heure parce que la ville de Tours a souhaité doter et parrainer le prix du livre du journalisme des Assises, dont nous connaîtrons le lauréat ou la lauréate dans environ 3/4 d'heure, 1 heure maintenant. Donc merci à vous. Thibault Coulon, qui est le vice-président, qui est un élu de Tours également, et qui est le vice-président de la métropole, qui connaît bien ces lieux puisque c'est un peu un de ses bébés, et qui, donc Thibault Coulon, merci de votre présence pour cet exercice. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Jérôme m'a dit 3 minutes, donc je vais essayer de m'y tenir. D'abord, pour se réjouir de ces 6e édition des Assises du journalisme à Tours, 4e édition à MAM. Alors moi, je vais parler de MAM. Je vais parler de MAM parce que MAM, c'est ce lieu extraordinaire dans lequel vous êtes, puis vous venez de partout, donc je veux le partager avec vous. MAM appartient à notre métropole. MAM, c'est le dernier monument historique de la Touraine. Quand on pense Touraine, on pense Château de la Loire, on pense cathédrale, et pourtant, en 2000, ce lieu a été inscrit à l'inventaire supplémentaire de monuments historiques. Et on a reçu la semaine dernière la conservatrice régionale des monuments historiques qui nous a dit « Quoi, vous n'êtes pas encore monument historique ? Il faut rectifier cette erreur. » Donc c'est un lieu particulier. MAM, ce n'est pas une abréviation, ce n'est pas un acronyme, c'est l'histoire d'une famille. Alfred MAM et ses prédécesseurs, c'est l'imprimerie. C'est l'histoire industrielle de la ville de Tours. Ici, vous avez la plus grande boîte à livres de la ville. Servez-vous, vous déposez, vous prenez, vous apportez. C'est le principe d'une boîte à livres pour rappeler que dans ce lieu qui fut une imprimerie, vous êtes ici dans les ateliers. À côté, vous aviez les étages administratifs. En sous-sol, vous aviez la logistique. Dans ce lieu qui fut une imprimerie, voilà, le papier a toujours sa place et nous pensons qu'il a toujours sa place. Et que l'ère des réseaux, des médias virtuels n'ôte pas la place du papier. Pourquoi ce lieu est un lieu historique ? Je vous le fais vite. L'imprimerie MAM Bluon pendant la guerre, en 52-53, elle est reconstruite ici par des grands noms. Un grand architecte, Bernard Zerfus, un grand designer, Jean Prouvé, et puis un grand coloriste, Edgar Pillet. Donc c'est un témoignage de l'architecture industrielle des années 50, Grand Prix de l'architecture de Milan en 1954. Ici, qu'est-ce qui se passe ? C'est un grand paquebot, ça fait 15 000 mètres carrés. 15 000 mètres carrés. Ici, il y a de la recherche, il y a des labos universitaires. Ici, il y a des lieux de formation, l'École supérieure des beaux-arts, dont le président Jean-Patrick Gilles prendra la parole. Il y a aussi le CEFIM et puis le Greta et d'autres organisations. Ici, il y a des start-up qui innovent, qui inventent les futurs. Ici, il y a des lieux d'expérimentation Fab Lab. Ici, il y a beaucoup d'événements. Il y a de la culture. Ce week-end, il y avait du théâtre. Aujourd'hui, il y a des assises journalisme. La semaine prochaine, il y a une exposition. La semaine d'après, il y a une vente d'art aux enchères. Voilà. C'est un espèce de couteau suisse de la métropole avec un seul point commun, et vous le partagez. Ceux qui viennent ici, veulent innover. Ils ne veulent pas reproduire. Innover, c'est imaginer l'avenir et essayer de le construire. Et deuxièmement, ils veulent coopérer.
Ils veulent coopérer parce qu'ils pensent qu'aujourd'hui, les savoirs sont peut-être très, très cloisonnés. Et qu'en mariant ceux qui cherchent, ceux qui produisent, ceux qui innovent, ceux qui entreprennent, ceux qui écrivent, on arrivera à imaginer et construire le monde de demain. Un grand merci à Jérôme Bouvier et Marie-Laure. Je trouve que ces assises du journalisme font un très beau mariage avec MAM. Voilà, j'ai plaisir à vous accueillir au nom de Tours Métropole et de son président Frédéric Ogis, et j'ai plaisir à partager avec vous ce lieu, un beau lieu de la Touraine, un petit peu méconnu, mais prenez le temps, au cours du temps que vous allez passer au cours de ces assises, de le découvrir davantage. Très bonnes assises à tous. Merci. Merci Thibault Coulon, et je précise, comme je l'ai fait pour Christophe Dupin, que vous reviendrez vous aussi tout à l'heure sur cette tribune pour parrainer le prix du meilleur livre de recherche sur le journalisme et sa pratique, qui est un des 4 prix que nous allons attribuer tout à l'heure. Jean-Patrick Gille, qui est le vice-président de la région Centre-Val de Loire, qui lui aussi m'a promis de faire un exercice de 3 minutes pour dire pourquoi, et depuis longtemps, il soutient cette manifestation. Moi, je vais dire du bien de toi. Oui, bonjour. Alors, tous les trois, on est de la ville de Tours. Ça, c'est le hasard, même si on représente des collectivités différentes. Et on a en commun aussi d'être tous les trois conseillers communautaires. Et on vous quittera assez vite, puisque il y a un conseil communautaire métropolitain en ce moment. Moi, je voulais parler plutôt des assises, pour remercier Jérôme Bouvier et puis Marie-Laure Gris de les avoir installés à Tours, et surtout d'avoir tenu bon dans la période que nous venons tous de passer, mais je sais qu'il y a eu des moments de doute. L'année dernière, on les a fait un peu en numérique, mais enfin d'avoir maintenu la flamme et d'avoir pu continuer, et puis qu'aujourd'hui, il paraît que c'est la reprise, donc là aussi c'est la reprise des assises, et ça redémarre. Je voulais saluer les assises parce que je pense que c'est un événement important pour notre ville, pour notre métropole, pour notre région, mais plus largement, je pense que c'est important d'avoir des lieux à la fois qui vous donnent l'occasion à une profession de prendre du recul. Alors on est content que vous ayez choisi notre verte Touraine et notre douce Loire pour prendre quelques jours pour réfléchir et prendre du recul collectivement. Et puis en même temps, d'avoir une confrontation avec le public. Moi, ça me paraît un élément qui n'est pas assez mis en avant. On essaie de le faire plus modestement sur un autre événement autour de la science, qu'on essaie aussi de construire, mais que des professionnels se confrontent au public, comme ça a été le cas tout à l'heure, et c'est un exercice, et je remercie ceux qui le font, parce que ce n'est pas forcément évident. Et puis, j'espère que c'est un événement, puisque j'ai une dimension régionale qui prendra petit à petit la dimension d'un événement comme celui que nous avons dans quelques jours à Blois sur les rendez-vous de l'histoire, parce que je pense que c'est un peu la même démarche. Regrouper les professionnels et puis aller se confronter, et on voit que ça recueille un grand succès, parce que les gens ont envie de rencontrer ceux qu'ils écoutent, ceux qui lisent, et ça me paraît une excellente chose. Une autre dimension qui me tient à cœur, c'est le travail en parallèle, c'était plutôt la journée d'hier, sur l'éducation à l'image, la destination des scolaires, des lycéens, et dans le monde où on est ici, c'en est un lieu abreuvé d'images, c'est important de travailler aussi, là aussi, sur un temps de réflexion, de prise de recul. Et puis, chaque année, de prendre un thème, Christophe a dit ce qu'il fallait dire sur le thème. La région que je représente, on y est sensible aussi, puisqu'on est une région très engagée dans la transition écologique. On a été la première région à installer une COP régionale et puis aussi à mettre en place une agence de la biodiversité. Donc on partage largement ce qui a pu être évoqué. Voilà moi ce que je voulais dire, et encore une fois remercier les organisateurs, la ténacité dont ils ont fait preuve, et nous de notre côté, au moins dans les financements, on va essayer de faire preuve de la même ténacité, voire de faire un effort. Merci à tous. Merci beaucoup Jean-Patrick Gille. Je vais maintenant dire un petit mot, si vous voulez, au nom de Journalisme et Citoyenneté. Marie-Laure Gris pourrait peut-être d'ailleurs venir à côté de moi, Marc Matré également, les vice-présidents qui m'accompagnent dans cette aventure aux côtés de tous les membres du conseil d'administration. Je vais demander également à Rim Benarous de venir nous rejoindre. Je vais demander également à Nordine Nabilik de venir nous rejoindre pour un propos qui sera lui aussi bref, parce que je vais m'administrer la même brièveté que celle que j'ai bien voulu demander à nos amis des collectivités, pour vous dire un peu notre calendrier. D'abord vous dire l'infini bonheur de vous retrouver en vrai, parce que Jean-Patrick Gille l'a dit, mais c'est vrai que l'année dernière, quand la préfecture nous a dit pas plus de 200 personnes,
certes, on avait l'impression déjà d'avoir un peu de rencontres, d'échanges, mais que c'était frustrant quand même et que c'est bien une chaîne YouTube, c'est bien de la visioconférence, mais qu'est-ce que c'est bon de se voir en vrai et que c'est le cœur des assises, c'est le cœur de journalisme et citoyenneté que d'être un lieu de rencontre entre les journalistes, les citoyens, les éditeurs, les écoles de journalisme, les chercheurs, les étudiants de journalisme, autour de la qualité de l'information et que c'est dans les interstices de ce débat que se noue souvent l'essentiel. Et donc on est vraiment très heureux d'avoir vu ces salles comble depuis hier matin et c'est un vrai bonheur. Voilà. Dire un petit mot quand même parce que hier soir nous avions une salle comble elle aussi, 650 personnes dans ce bel amphi Telem de l'université de Tours parce que l'université nous accompagne. Vous dire un petit mot parce qu'elle a démarré comme une remarquable fête, cette soirée sur la responsabilité journalistique et l'urgence climatique avec Hugo Clément, avec des neurobiologistes, avec Catherine Ney, je ne vais pas les citer tous, la patronne de l'Info de France Inter, et Nicolas Hulot, et que, après 2h30, 3 heures d'un débat absolument riche et passionnant, une quinzaine de personnes a estimé qu'il était de son devoir d'interrompre cet échange et cette discussion autour de l'urgence climatique parce que Nicolas Hulot, notamment, vous le savez, a eu un certain nombre de procédures qui ont été depuis traitées par la justice à propos d'une accusation de viol. Donc évidemment, aux assises, nous sommes trop en pointe sur ces questions de la place des femmes, des violences faites aux femmes, pour ne pas partager tous les combats qui peuvent dénoncer les silences insupportables et les insuffisances de ces combats faits aux femmes. On a ici primé un certain nombre de collectifs, le collectif Prenons la Une, on avait hier un débat sur le genre, on accueille cette année des consoeurs qui se battent pour que dans les rédactions sportives, on puisse donner une meilleure place aux femmes. Ça fait 15 ans qu'on est sur ces combats-là et donc vous imaginez que pour nous c'est évidemment assez difficile de penser que certains puissent imaginer seulement une seconde qu'en invitant Nicolas Hulot pour sa compétence sur la question climatique, je pense que personne ne lui contestera cette compétence, on peut se rendre complice d'une violence faite aux femmes. On est dans un schéma que depuis maintenant, combien de temps, 15 ans, hein, Marie-Laure, Marc, on essaye de déconstruire, de dire, voilà, il ne faut pas que l'immédiateté, il ne faut pas que le débat binaire, il ne faut pas que la relation du débat sur l'espace public puisse se résumer à pour, contre, blanc, noir, méchant, gentil, et que tant qu'on pourra lutter contre ça, tant qu'on pourra lutter pour admettre la complexité, quand on pourra lutter pour faire admettre la nuance, eh bien on pourra avoir un débat public de qualité. À partir du moment où tout d'un coup on peut dire là, il y a un coupable, là il y a un innocent, en dehors de tout circuit démocratique, je pense qu'on touche à quelque chose d'essentiel. Donc pour notre bien commun, j'espère que nous ne revivrons pas cette séquence que nous avons vécue hier. Je pense qu'on ne peut pas prendre en otage un débat public de qualité, quelle que soit la noblesse et l'importance de la cause. Donc nous émettons ici le vœu, on en a parlé, que vraiment nous sommes un espace de liberté absolue, c'est un espace non-profit, l'entrée est libre, n'est pas payante, il n'y a pas derrière de gentils ou de méchants. La Fondation Nicolas Hulot qui nous a accompagnés pour faire des workshops sur comment on traite la question des glyphosates, comment on travaille sur la question des pesticides, enfin tout un tas de questions très critiques. Évidemment, on n'a pas mis €1 dans ce partenariat. C'est un partenariat intellectuel et de savoir partager. C'est ça qui nous intéresse. C'est pour ça qu'on a invité Valérie Masson-Delmotte tout à l'heure. C'est pour ça qu'on a invité Laurent Berger. C'est pour ça que demain, on accueillera Philippe Martinez, le responsable de la CGT, qu'on accueillera également le patron de Greenpeace, Jean-François Juillard. On a besoin de ce débat avec les différentes sensibilités de la société civile. Et donc ça, on ne peut pas le faire si on est dans un schéma où, au nom d'une pureté qu'il faudrait obtenir quoi qu'il en coûte, on arrive au nom de la blancheur, à arriver à une noirceur profonde du débat citoyen et du débat public. Voilà, je n'insisterai pas là-dessus, mais bon Dieu, que ces fêtes-là ne soient plus gâchées comme ça. On a envie de poursuivre le débat avec vous. Et encore une fois, s'il s'agit de prendre la parole, s'il s'agit de continuer d'investiguer sur ces questions-là, ça c'est l'objet des assises. S'il s'agit de prendre la parole pour dire « moi j'ai des questions à vous poser, monsieur Hulot, ou un tel ou une telle », ça c'est les assises. Mais pas de dire « je n'ai rien à vous dire, par contre je veux
vous dire que vous êtes coupable et que vous n'avez plus le droit à la parole. Ça n'est pas acceptable et nous tenions à le réaffirmer ici avec une certaine solennité, même si c'est toujours un peu difficile de revenir sur ces moments douloureux. Alors, un mot sur notre calendrier. Merci infiniment et j'espère que nous continuerons sur ce beau chemin parce qu'aujourd'hui, on a eu encore une très belle journée. Pourquoi les demander à Rim Benarous et à notre ami Nordine Nabili d'être ici présents? Parce que je ne vais pas faire de grands discours, mais simplement vous donner un calendrier. Journalisme et citoyenneté a un projet ambitieux qui est de développer un réseau, un espace de coopération, de partage de savoir sur les deux rives de la Méditerranée, vous le savez déjà, mais aussi avec l'espace européen. Donc nous avons initié la première édition des Assises européennes du journalisme à Tunis il y a maintenant 3 ans, c'était dans le monde d'avant la pandémie, qui a été un moment très important. Il y a eu 800 journalistes venus de 28 pays du sud de la Méditerranée, un moment de, j'allais presque dire, de grâce et de partage. Hein. On a vécu, je crois, quelque chose d'important. Et donc, en espérant que les petits cochons ne nous mangent pas cette fois une fois de plus, le 9, 10 et 11 décembre prochain, nous vous donnons rendez-vous à Tunis pour une 2e édition des Assises internationales du journalisme de Tunis pour continuer de nouer ce dialogue sur les deux rives de la Méditerranée, entre les deux rives de la Méditerranée, entre les professionnels et les citoyens de ces deux rives. Ça nous paraît un objectif citoyen important. Et à cette occasion, Rim Benarous, qui est elle-même journaliste tunisienne et qui nous accompagne dans ces aventures, va vous annoncer le lancement d'un prix qu'on va officialiser sur notre réseau journaliste.com. Je lui laisse la parole. Bonsoir à tous. Très heureuse d'être parmi vous ce soir. Très heureuse d'assister de nouveau aux Assises de Tours et d'être là pour parler des Assises de Tunis. C'est vrai qu'en 2018, ça a été une parenthèse enchantée, aussi bien pour la Tunisie que pour tous les représentants des médias, tous les professionnels des médias des deux rives de la Méditerranée. Nous espérons réitérer et reproduire ce rendez-vous. Et je suis d'autant plus heureuse de vous parler de Tandem Media Awards. C'est un concours lancé par la Commission européenne et destiné aux journalistes, aux étudiants en journalisme et aux artistes d'Algérie, d'Égypte, de Jordanie, du Liban, de Libye, du Maroc, de la Palestine, de Tunisie et de Syrie. Nous avons pensé ce concours comme une sorte de pont entre ces différents mondes. On sait que les étudiants en journalisme ne sont pas forcément en contact avec les artistes ou avec les journalistes, avec les artistes, et nous avons voulu créer ce pont entre ces différents mondes, ces différentes entités. L'idée, c'est de constituer des duos, de travailler ensemble et de créer du contenu de qualité. Voilà, j'espère que ce concours deviendra un rendez-vous annuel. L'année prochaine, très probablement pour la 2e édition, nous aurons les deux rives de la Méditerranée. Et en attendant, nous espérons qu'il y aura plein de soumissions. Nous avons déjà reçu plein de soumissions et nous en espérons plus. Donc je vous invite à relayer l'information autour de Tandem Media Awards si vous connaissez des journalistes, des artistes, des étudiants en journalisme. Il y aura d'autres informations autour de ce concours sur le site de Journalisme et Citoyenneté ou alors sur notre site web EU Neighbor South. Je vous remercie. Merci. Alors, je poursuis le calendrier très rapidement sous les yeux de la seule qui a l'étiquette Tourangelle, pur jus accepté, etc., qui nous marraine depuis le début de notre arrivée à Tours et qui, à chaque fois qu'on a un petit problème de sommes-nous légitimes en termes d'historicité, Marie-Laure arrive et on dit là, respect. Et voilà. On revient donc avant un an, si vous le voulez bien, les uns et les autres, on revient avant un an, puisque notre calendrier initial, c'est le printemps à Tours. On aime bien le printemps à Tours, et pour permettre à l'automne d'être à Tunis, et je le dirai tout à l'heure, ailleurs un peu. Et donc, il se trouve qu'il y a une élection présidentielle, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça,
qui va un peu bouleverser notre calendrier. Donc on a décidé de vous inviter, de vous convier, vous pouvez d'ores et déjà le noter sur vos agendas, les 11, 12 et 13 mai prochains, avec sans doute une ouverture, sans doute un salon du livre. Donc ici même, un mois après l'élection présidentielle, nous aurons donc une nouvelle présidente à ce moment-là, et un mois avant les législatives, donc on est dans un moment qui nous paraît être un moment de respiration démocratique au sens propre comme au sens figuré. Et on affinera ça avec le CA de Journalisme et Citoyenneté, avec tous les partenaires des assises et tous les médias qui nous accompagnent. Mais probablement, on va faire assez simple et on va se dire, et tiens, et si on traitait d'une vieille question ô combien complexe et combien passionnante, journalisme et politique. Voilà. Donc je pense qu'on aura quelque chose à se dire autour de tout ça. Et puis, un dernier rendez-vous, et j'en aurai fini, notre ambition au sein de l'association, et donc je vous l'ai dit, de créer des espaces informels de dialogue entre tous les journalistes qui partagent en commun des valeurs et des combats. Et nous avons été avec l'IEX, qui est l'Université de journalisme de Bruxelles, que Nordine Nabili représente ici en tant que responsable de toute la formation journaliste. Je vais te demander de te rapprocher, Nordine. On a été assez surpris, Véronique Auger est peut-être parmi nous, etc., la présidente de l'Association des journalistes européens. Il n'y a pas dans cet espace démocratique majeur qu'est l'Europe, il n'y a aucune manifestation, j'en étais le premier surpris, qui ait l'ambition de rassembler les journalistes des 26, 27, je ne sais plus ce qu'il faut dire, pays de l'Union et de partager des expériences dans des législations très différentes, dans des usages très différents, dans des systèmes politiques très différents. Il n'y a pas cet espace de dialogue et de rencontre qui manque à l'espace démocratique que qu'ambitionne de représenter l'espace européen. Et donc, toute à présence, je te laisse donner les dates, Nordine. Oui. Alors, on vous donne rendez-vous les 23, 24 et 25 novembre prochains, en 2022. On est bien d'accord, c'est vrai que c'est difficile en ce moment de savoir. Enfin, moi, par exemple, je fais un déni depuis 18 mois sur tout ce qui s'est passé, donc je ne sais plus quelle année on est. En tous les cas, l'idée, c'est évidemment de créer un nouveau rendez-vous à Bruxelles pour parler du journalisme européen, pour rencontrer les représentants des 27 pays membres de l'Union, pour justement voir comment nos confrères et nos consoeurs européens font au quotidien à leur travail, font face aussi aux difficultés, quelles sont les manières et les marges de manœuvre dans lesquelles ils peuvent s'immiscer pour faire leur travail. Et évidemment, nous nous sommes rapprochés de Jérôme. En tout cas, moi, Jérôme, je le connais déjà depuis quelques années. Et donc, ça a été assez facile dans la façon d'allumer un certain nombre de feux verts concernant donc la création de cette édition. Tout en sachant évidemment, parce que nous sommes très lucides, et ça a été dit tout à l'heure par les élus, qu'une édition, ça coûte un peu d'argent, ça nécessite évidemment une certaine ambition, à la fois en termes de moyens, mais aussi en termes financiers. Donc de ce point de vue-là, c'est peut-être la seule chose sur laquelle il y a de l'angoisse. Il y a de la difficulté, en tous les cas, moi je suis en confiance par rapport à ça. Il y a une volonté interne à Bruxelles d'accueillir une édition des assises, et puis il y a évidemment un savoir-faire, une expertise et un mouvement assez intéressant depuis bientôt 15 ans ici à Paris, enfin en France, pardon, et à Tours. Ne jamais oublier Lille, Metz, Poitiers, qui sont partie prenante de l'histoire des assises, même si évidemment nous sommes d'ici depuis. Voilà, c'est très important. Et donc, on aimerait justement rajouter une étape supplémentaire à cette belle aventure, parce que c'est aussi un parti pris politique. On parle beaucoup d'Europe, il faut aussi la vivre, et la vivre avec notre profession, c'est important. Donc, il se posera des tas de questions en termes d'identité, en termes de langue à choisir, évidemment, mais on restera sur les leviers classiques, à savoir le rapprochement évidemment de plus en plus avec la population, avec les publics, l'ouverture de plus en plus importante sur notre manière de travailler, et surtout les combats légitimes des journalistes à garder leur outil de travail, à savoir la liberté d'expression au service évidemment du développement démocratique. Et ça reste quand même l'ADN de ce qui se fait ici depuis quelques années. Merci beaucoup Jérôme, merci beaucoup Marie-Laure, merci à toute l'équipe. En tous les cas, nous serons ravis de vous accueillir à Bruxelles dans un an. Merci beaucoup.
Donc vous avez noté sur vos agendas 24, 25, 26 novembre prochain, Bruxelles, première édition des Assises européennes du journalisme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'évidemment derrière, de même que nous accueillons déjà un certain nombre de confrères de la rive sud de la Méditerranée aux Assises de Tours, que de même que le PJT de Tours, par exemple, emmène tous ses élèves à Tunis, eh bien nous espérons pouvoir faire de même avec Bruxelles. Et messieurs les élus, n'hésitez pas si vous avez des envies de partenariat entre des capitales européennes ou des capitales du sud de la Méditerranée, n'hésitez pas, on est prêt à aider à tous les partenariats et à tous les échanges culturels qui peuvent accompagner ce genre de démarche. Voilà, merci beaucoup. Merci. Ouais, il faut remercier Marc Maintré, Marie-Laure Augry, sans qui il n'y aurait pas les assises. Merci Nordine, merci. J'en profite aussi pour dire, parce qu'elles ne sont pas là, enfin, je ne crois pas, que voilà, il faut remercier une équipe qui se défonce, il n'y a pas d'autre mot, pour que cet événement improbable se tienne chaque année. Donc Eva, Renaud, Marie Janssen, Clotilde Lecoz, Mariana Rantissi, Dominique Thierry qui nous a prêté la main cette année. Donc merci à vous, sans vous on n'aurait pas pu, et on a encore 2 jours à tenir, je vous rappelle, on n'aurait pas pu y arriver.